Il a recueilli une mariée qui fuyait. Pieds nus dans une robe déchirée, une seule, elle échappait à un mariage de millionnaire dont elle n'avait jamais voulu. La pluie était impitoyable cette nuit-là, tombant en trombes si épaisses qu'elle brouillait le monde. De chaque côté de l'étroite route de campagne, les arbres oscillaient comme des géants ténébreux. Le vieux pick-up de Hick vrondissait, ses essuie-glaces luttant désespérément contre les rideaux d'eau. Les phares fendaient l'obscurité, éclairant à peine à 3 mètres devant lui. Mais cette route, sinueuse, fissurée, à moitié oubliée, lui était familière. Elle l'avait toujours ramené à la maison. Il tapotait le volant au rythme d'un vieux morceau de jazz qui fredonnait faiblement depuis la radio poussiéreuse du tableau de bord. Il était couvert de graisse, les bottes trempées par une réparation de frein d'urgence tard dans la nuit au garage. Et Hick ne restait habituellement pas si tard, mais ce soir-là, il avait eu besoin du calme, du rythme des outils, du réconfort du ronronnement d'un moteur. Depuis le décès de sa mère, ces petits rituels étaient ceux qui le maintenaient à flot. Et puis, alors qu'il prenait un virage près du champ de maïs du vieux meunier, son pied se figea sur la pédale. Une silhouette, debout au bord de la route. Et il clignait des yeux, se pencha en avant, le cœur cognant une fois, puis deux. Une femme, sans parapluie, sans manteau, juste une longue robe blanche, trempée et collant à son corps, déchirée à l'ourlet, pieds nus. Les cheveux blonds et sauvages plaqués sur son visage. Elle s'enlaçait, les bras si serrés autour d'elle-même que c'était comme si elle empêchait son âme de s'échapper. Il freina brusquement, les pneus crissèrent, et le camion dérapa de quelques mètres avant de s'immobiliser dans un crissement sur le gravier mouillé. Et Hick la fixa à travers le pare-brise flouté par la pluie. Le monde s'était rétréci à cet instant unique, surréaliste et silencieux. Hormis le martèlement de la pluie sur son toit, elle ne bougeait pas, se contentant de rester là, clignant des yeux sous l'orage. Et soudain, il fut ramené à une nuit de près de 20 ans auparavant, sa mère ensanglantée et hébétée, coincée dans sa voiture retournée sur une route non loin de celle-ci. C'était un étranger dans un vieux camion qui s'était arrêté, qui était resté avec elle, qui s'était assuré qu'elle arrive à l'hôpital. Cet homme avait disparu avant qu'il puisse le remercier, mais Hick ne l'avait jamais oublié. Ce geste l'avait habité depuis, façonnant discrètement l'homme qu'il était devenu. Il se pencha, attrapa sa veste de travail usée sur le siège passager, puis ouvrit la portière et sortit sous l'averse. La pluie lui cingla instantanément le visage, froide et aveuglante. Il leva les mains en s'approchant lentement d'elle, et lança-t-il, la voix haute mais douce. « Je ne suis pas là pour vous faire peur, d'accord ?» Elle ne tressaillit pas, mais ne répondit pas non plus. Il s'arrêta à quelques mètres, gardant ses distances, et lui tendit la veste. « Au moins, restez au sec le temps de vous décider, dit-il. » Elle le regarda pour la première fois, vraiment. Ses yeux étaient rougis, le mascara striant ses joues. Il y avait de la peur, mais pas seulement, de l'épuisement, du désespoir, comme quelqu'un qui fuyait quelque chose depuis très, très longtemps. Pourtant, elle ne parla pas, et Hick resta où il était, laissant la pluie tremper sa chemise, la veste tendue fermement dans l'air entre eux. Après ce qui parut une éternité, elle s'avança, prudemment, comme quelqu'un qui s'approche du bord d'une falaise. Elle prit la veste à deux mains et s'enveloppa dans ce cocon qui tremblait avec elle. Puis elle regarda vers le camion. « Je m'appelle Hick, » dit-il doucement. « Vous n'êtes pas obligé de me donner votre nom. Vous n'avez rien à expliquer. Seulement, je ne vais pas vous laisser ici. » Elle ne dit rien, mais hocha la tête une fois, à peine, et se dirigea vers le camion, ouvrit la portière et monta à l'intérieur. Et Hick expira, ne réalisant qu'il retenait son souffle. Il la suivit, ferma la portière derrière eux et tourna la clé dans le contact. Le chauffage s'éveilla en crachotant, soufflant de l'air chaud dans l'habitacle. De la vapeur s'éleva de leurs vêtements trempés, embuant rapidement les vitres. Elle resserra la veste sur ses épaules, le regard fixé droit devant. Sa robe lui collait aux genoux, déchirée et tachée de boue. Et Hick ne posa aucune question. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu dans le miroir après l'enterrement. Après que son monde se fut brisé en deux. « Il y a un endroit sur à environ 10 minutes de route, dit-il, la voix basse et stable. Si vous voulez, je peux vous y emmener. » Toujours pas de réponse. Juste le silence. Il régla le chauffage, éteignit la radio et commença à rouler. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes. Le son de la pluie et le ronronnement du moteur pour seule compagnie. Finalement, alors que les lumières de la petite ville apparaissaient, elle parla. Juste un mot, clair, et Hick ne réagit pas vraiment, se contentant d'un léger hochement de tête. « Je suis content que vous me l'ayez dit, » dit-il. « C'est un joli nom. » Elle ne répondit plus, mais elle ne se recula pas non plus lorsqu'il lui passa doucement une serviette sèche dessous le siège, le temps qu'il arrive sur le parking derrière le garage de Hick. La pluie s'était calmée. L'orage passait, mais autre chose avait commencé. Ni l'un ni l'autre ne le savait encore. Mais cette nuit-là, entre la pluie et le silence, une histoire venait de naître. Une histoire qui ne s'écrivait pas dans les contes de fées, mais dans des vestes tachées de graisse,
sur des routes défoncées, et dans la bonté silencieuse d'un inconnu qui se souvenait de ce que c'était que d'être sauvé. Le refuge. La pluie s'était transformée en crachin lorsqu'Eik entra dans le parking en gravier derrière son garage. L'enseigne délavée au-dessus de la porte où est le autos était faiblement éclairée par une lumière vacillante. Le bâtiment n'avait rien d'extraordinaire. En briques, vieux mais entretenu. Eik se gara près de la porte arrière et coupa le moteur. Claire restait assise en silence. La veste qu'il lui avait donnée était toujours enroulée fermement autour d'elle. La tension entre eux avait changé. Ce n'était plus de la peur, mais quelque chose de timide. D'incertain, comme une confiance pas encore avouée. Eik s'éclaircit la gorge. Il y a un vieux bureau à l'arrière du garage. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un canapé. Un radiateur d'appoint. Vous pouvez y passer la nuit. Claire se tourna lentement vers lui, sur la défensive. Je peux vous emmener à un hôtel demain matin, ajouta Eik. Mais le plus proche est à 30 kilomètres et rien n'était ouvert à cette heure. Elle hésita. Puis, doucement, juste pour cette nuit. Eik hocha la tête. Juste pour cette nuit. Il attrapa une clé sur le pare-soleil et sortit dans la nuit humide. Quand il lui ouvrit la portière, Claire sortit lentement, sa robe trempée collant à ses jambes. Son souffle formant de légers nuages. À l'intérieur, le garage sentait l'huile, le caoutchouc et quelque chose de réconfortant. Comme du vieux café et de la poussière chaude. Le bureau était petit, encombré d'outils, d'un vieux classeur. D'un canapé défoncé recouvert d'un couvre-lit délavé et d'un radiateur d'appoint qui bourdonnait. Eik alluma la lampe. Une lumière douce réchauffait la pièce. « Vous pouvez rester ici, dit-il. J'ai une flanelle et un jogging propre. » La réserve d'urgence du garage. Il les posa délicatement sur l'accoudoir du canapé. Claire hocha la tête. Les bras toujours croisés sur sa poitrine. Eik lui tendit une couverture et un oreiller. Puis il croisa son regard, la voix stable. « Je serai dehors dans le camion. Verrouillez la porte. Vous serez en sécurité. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous n'avez pas. »« Si, je le dois. » L'interrompit-il doucement. « Vous ne me connaissez pas. Et je ne veux pas que vous ayez l'impression de me devoir quoi que ce soit. » Il hésita. « Si le radiateur a un problème. » Frappait à la fenêtre. Puis il sortit et referma doucement la porte derrière lui. Claire verrouilla, restant seule un instant dans la pièce chaude et bourdonnante. Elle expira. Puis retira lentement sa robe mouillée. L'attrapa sur une chaise et enfila les vêtements trop grands. La chaleur l'enveloppa. Cela lui piqua les yeux. Elle se blottit sur le canapé. La couverture enroulée fermement autour d'elle. Le bourdonnement du radiateur emplissait l'espace. Le sommeil ne vint pas. Elle fixait le plafond, les doigts crispés sur le couvre-lit. Puis, dans le noir, elle murmura « Je devais épouser Edward ». Le nom flottait comme du brouillard. Il vient du monde de mes parents. Tout était arrangé. Pas officiellement, mais c'était comme un contrat. Elle déglutit. Mon père disait que ça sécuriserait notre héritage. Ma mère appelait ça le mariage de rêve. Moi, j'appelais ça une prison. Elle marqua une pause. Puis ajouta « L'organisatrice m'a dit quel rouge à lèvres mettre. » Sa voix se brisa. Je n'étais pas invité à ma propre vie. Dehors, dans le camion, Eik était assis, immobile, les yeux ouverts maintenant, écoutant. Non par curiosité, mais parce que le silence entre ses mots semblait sacré. J'ai fui, dit Claire, sans réfléchir. Je suis monté dans la première voiture que j'ai vue. Le chauffeur m'a déposé à des kilomètres d'ici. Je marche depuis. Elle se recroquevilla davantage sous la couverture. Je sais que j'ai l'air folle, mais c'était ma décision à moi. Il y eut une longue pause. Puis, à travers le faible bourdonnement du radiateur, elle l'entendit, la voix de Eik, douce, à travers la fenêtre. « Vous n'avez pas l'air folle. » Claire se redressa. Surprise, vous avez l'air de quelqu'un qui recommence enfin à respirer. Elle fixa la fenêtre. Plus un mot ne suivit. Juste le faible grincement de lui bougeant sur le siège du camion. Elle se rallongea lentement. Le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas chez elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, ça ne ressemblait pas non plus à une cage, enveloppée dans une flanelle d'emprunt à côté d'un radiateur bourdonnant. Dans un garage loin de tout ce qu'elle avait connu, Claire laissa son corps se détendre. Et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit. Une lente renaissance. Claire n'avait jamais eu l'intention de rester plus d'une nuit, mais quand le matin arriva, gris, humide, silencieux, elle resta, l'odeur d'huile, de flanelle et de quelque chose de sûr persistait. Une note l'attendait sur le classeur. Le café est sur le comptoir. Je suis dehors si tu as besoin. De quoi que ce soit, Eik. Elle vérifia la porte, toujours verrouillée, comme elle l'avait laissée. Au troisième jour, la tempête extérieure était passée. Mais quelque chose de plus calme en elle restait agité. Le garage n'était pas son monde. C'était encombré, poussiéreux, honnête. Le café était servi dans des tasses dépareillées. Il n'y avait pas de miroir, pas de marbre. Juste des outils, de la graisse et le bourdonnement du travail. Eik ne parlait pas beaucoup, mais son silence était éloquent. Une serviette sèche laissée près de la douche,
du thé posé sur le bureau, le radiateur approché. Lors d'une nuit venteuse, son attention était discrète. Mais elle était réelle, elle essaya de se rendre utile. Quand Hick luttait avec un lourd porte-pneus, elle intervint. « Tu n'as pas à faire ça, commença-t-il. « Je veux le faire, dit-elle. Elle commença à aider. Étiquetant les huiles, tendant les outils, essuyant les étagères. Elle ruina une manucure qui ne lui manquait plus, peu à peu. Elle cessa de tressaillir à la vue de la graisse. Elle cessa de vérifier son reflet. Elle demanda comment fonctionnaient les outils. Elle écouta. Un soir, elle trouva Hick penché sur quelque chose de petit sur l'établi. Pas une pièce de voiture, mais une montre à gousset. « Celle de ma mère ?» expliqua-t-il. « Ça fait un moment que je dois la réparer. » Elle demanda à voir. Il la lui tendit. Elle était vieille, rayée, mais familière. Elle sourit. « J'ouvrais les montres de mon père. Il détestait ça. Disait que les filles ne devaient pas toucher aux engrenages. » Et Hick eut un sourire en coin. Je parie qu'il le regrette maintenant. Ils ouvrirent la montre ensemble, les têtes proches. Leur souffle embuant l'air frais. Et Hick lui passa un tournevis. « Tu as les mains plus stables. » Tandis qu'elle travaillait. Il murmura, chaque tic-tac et une seconde qu'on n'a pas encore vécue. Une chance de commencer quelque chose de nouveau. Elle leva les yeux. C'est poétique. Il haussa les épaules. Peut-être que les machines et les gens ne sont pas si différents. Elle rit, d'un rire sincère pour la première fois depuis longtemps. Plus tard cette nuit-là, allongée sur le canapé, elle regarda la montre, maintenant réparée. Faire entendre son doux tic-tac à côté d'elle. Quelque chose avait changé, pas seulement dans les engrenages, mais en elle. À la fin de la semaine, elle ne se sentait plus comme une invitée. Elle savait où Hick cachait les bonnes tasses. Elle reconnaissait le bruit du camion d'Earl. Elle alla seule au marché et fut accueillie par des hochements de tête poliés à son retour. Elle redevenait quelqu'un. Et Hick restait silencieux, ne demandant jamais ce qui allait suivre. Mais parfois, elle le surprenait en train de la regarder, d'un air doux, indéchiffrable. Un matin, leurs doigts s'effleurèrent sur une clé à molette, une seconde à peine. Mais quelque chose d'électrique passa entre eux. Ils s'arrêtèrent tous les deux, les yeux rivés l'un à l'autre, le souffle court. Elle se retira. Il ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle ne connaissait pas l'avenir, mais dans ce garage, avec la gentillesse silencieuse de Hick et la montre qui faisait entendre son tic-tac régulier à côté d'elle, elle n'était pas perdue. Elle commençait à vivre. La communauté, la ville était petite. Du genre où tout le monde se connaît et où les étrangers se remarquent comme une verrue sur le nez. Au début, Claire sentit chaque regard, chaque observation silencieuse. Mais il s'avéra que les gens ici ne dévisageaient pas par jugement. Ils dévisageaient par curiosité. Et peut-être même avec un peu de bienveillance. Et Hick avait eu raison. La ville n'était pas faite pour le clinquant. Mais elle était faite pour quelque chose de plus profond. C'est au petit restaurant 2 rues plus bas que Claire rencontra Marie. Marie était le genre de femme qui vous accueillait avec une langue bien pendue et des yeux chaleureux. Elle avait un fort accent irlandais, des cheveux comme de la neige entassés sur sa tête. Et un tablier qui portait toujours la farine d'une tarte à moitié finie. Elle connaissait Hick depuis qu'il n'était qu'un garçon avec des genoux trop grands pour ses gens. Comme elle disait, quand Claire entra derrière lui un matin, Marie plissa les yeux et dit « C'est donc vous celle dont tout le monde chuchote, la Marie-Anne ». Fuite, humble Claire se figea, et Hick ouvrit la bouche pour intervenir, mais Marie leva la main. « Détendez-vous. Ma petite, j'ai été une fugitive moi aussi, une fois, sauf que j'ai fui Dublin avec une valise et une bouteille de whisky. Vous avez plus de classe. » Claire sourit, ses épaules se détendant. À partir de ce jour, Marie prit Claire sous son aile. Elle ne posa pas trop de questions. Ne fouina pas dans son passé. Au lieu de cela, elle lui tendit un tablier et dit « Si vous comptez traîner chez Hick, vous feriez mieux d'apprendre à faire quelque chose qui ne sort pas d'une boîte. » Claire, à sa grande surprise, adora ça. Elle cassa des œufs, tamisa la farine et apprit le rythme doux du pétrissage de la pâte, quelque chose d'ancrant. Quelque chose à elle. Pour la première fois depuis des années, ses mains créaient. Elle ne se contentait pas de présenter. Un après-midi, alors qu'elle sortait une plaque de brioche à la cannelle du four, Marie se pencha avec un clin d'œil. « Vous avez le tour de main. Ma fille, peut-être même meilleur que le mien. Mais ne le dites pas au curé. » De l'autre côté de la ville, Claire rencontra Tom. Tom était mexicano-américain. Possédait une entreprise de paysagisme et amenait sa camionnette déglinguée à Hick chaque mois. Comme une horloge, il avait un rire large et une voix encore plus forte. Quand Claire lui tendit ses clés un après-midi, taché de graisse pour avoir aidé Hick à changer les plaquettes de frein, Tom laissa échapper un faux hoquet de surprise. « Attendez, la princesse se salit les mains et Hick sourit à proximité. » Claire rayonna. « Maintenant, oui. » Tom Loussa ajouta avec un clin d'œil. « Eh bien, si jamais vous arrêtez de réparer des voitures, vos brioches à la cannelle chez Marie devraient être illégales. Trop bonnes. » Et Hick lui lança un regard joueur. « Meilleur que mes réparations de frein ?»
Tom haussa les épaules de manière théâtrale. Disons simplement que si vous montez une affaire tous les deux, j'investis dans la sienne. Le rire résonna contre les murs du garage. Dans des moments comme ceux-là, Claire oubliait le poids de son nom de famille, oubliait Edward les invitations sur papier glacé. Les coupes de cristal, elle commençait à trouver sa place. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, peignant le ciel de teintes pêche et prunes, Claire était assise avec Hick sur les lions de son camion. Une petite enceinte entrejouée du vieux jazz, cuivré, usé, familier. Et Hick regardait le parking silencieux. Ma mère adorait ça. Elle dansait dans toute la maison sur Ella et Emile. Claire sirota son thé. La vapeur s'enroulant comme de la fumée dans l'air. Mes parents détestaient la musique. Disaient que c'était une distraction par rapport aux attentes. Et Hick jeta un coup d'œil. Ça a l'air épuisant. Ça l'était, dit-elle doucement. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment avant qu'elle ne demande « Est-ce que tu penses parfois à l'avenir, à ce que tu veux vraiment ?» Et Hick se pencha en arrière, posant ses coudes derrière lui. « Ouais, parfois. Je rêve d'ouvrir une école de mécanique, enseigner aux jeunes qui n'ont nulle part où aller. Des jeunes comme moi, leur donner des outils, pas seulement des leçons. » Claire sourit. « C'est magnifique. » Il la regarda. Et toi, elle hésita, puis répondit. J'ouvrirai un petit comptoir à pâtisserie, rien de chic, juste du bon café. Des brioches chaudes, un endroit où personne n'a à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Les yeux de Hick s'attardèrent sur elle un instant de plus que d'habitude. Ça ressemble à un endroit où il vaut la peine d'aller, dit-il. Leurs regards se croisèrent. Silencieux, réel, un battement de cœur dans la lumière douce. Personne ne se pencha, aucune lèvre ne se toucha. Mais l'air entre eux se chargea de quelque chose de fragile et de nouveau. Claire détourna les yeux la première. Les joues chaudes, et Hick s'éclaircit la gorge et se leva. Demain. Erdaman s'étape à la déglinguer. Tu veux m'aider avec le carburateur des souris. Seulement si tu promets d'essayer mes croissants au chocolat. Et Hick eut un sourire en coin. Marché conclu, ils retournèrent vers le garage sous la lumière déclinante. Deux personnes ne pressant rien, n'étiquetant rien, se rapprochant simplement ensemble. La confrontation. La paix fut rompue exactement 7 jours après que Claire eut commencé à sentir qu'elle pourrait rester. Cela commença au bar de Mac où Earl, après un verre de trop, parla un peu trop librement à un étranger en costume qui se révéla être un détective privé. Le lendemain matin, Hick était sous le capot d'un camion rouillé quand un SUV noir et élégant entra dans le parking. Gravier. 3 hommes en sortirent, un en costume bleu marine, un avec une mallette, et le troisième, Edward. Hick s'essuya les mains et s'avança. « Je peux vous aider ?» La voix d'Edward était suave. « Je suis ici pour Claire Whitmore. » Et Hick ne bougea pas. « Pourquoi ? Je suis son fiancé. Elle ne va pas bien. » Derrière eux. La porte du bureau grinça. Claire sortit, palme et stable. Edward sourit, un sourire crispé. « Claire, Claire, Dieu merci !» ajouta l'homme à la mallette. « Vos parents nous ont autorisés à vous escorter. Pas de poursuite judiciaire pour l'instant, mais nous sommes prêts à faire des déclarations aux médias. » Et Hick se plaça subtilement entre eux. La voix de Claire était ferme. « Je n'irai pas avec vous. » Le sourire d'Edward disparut. « Claire, sois raisonnable. Cet homme a profité de ta dépression. Je ne suis pas en dépression. » dit-elle. Je me suis réveillée. Son téléphone vibra. Elle répondit. Claire claqua la voix de sa mère. Tu nous mets dans l'embarras. Tu détruis tout. Non, dit Claire. Je choisis de vivre. Elle mit fin à l'appel. Edward s'avança. Tu abandonnes tout. Pourquoi? Pour faire des tartes dans un garage? La voix de Claire tremblait, mais elle se tenait droite. Oui, parce qu'ici, je ne me noie pas. Edward plissa les yeux. Si tu ne reviens pas, ton père portera plainte. Les tabloïds s'en donneront à cœur joie. Ça m'est égal. Et Hick prit la parole alors, calme et ferme. Ça suffit. Avant que la situation ne dégénère, une voiture de police arriva. Rank en sortit. Hick lui fit un signe de tête. Salut Rank, ça te dérange de nous aider? Rank se tourna vers Claire. Vous êtes ici de votre plein gré? Claire regarda Edward droit dans les yeux. Oui, Rank hocha la tête. Alors il n'y a aucune raison pour que quiconque vous emmène. 7. Une propriété privée. Le visage d'Edward s'assombrit. Ce n'est pas terminé. Claire s'avança. Pour moi, si. Le SUV s'éloigna. Claire s'effondra sur les marches, et Hick s'assit à côté d'elle. Ça va? Elle hocha faiblement la tête. Je ne pensais pas qu'il viendrait ici. Tu n'as pas à fuir à nouveau, dit-il doucement. Je serai à tes côtés. Elle le regarda, les yeux brillants. Et risquer ton garage ou ta vie? On trouvera une solution. Mais cette nuit-là, Hick trouva une note sur son bureau. Et Hick. Merci de m'avoir rendu des morceaux de moi-même que je pensais avoir perdus. Tu n'étais pas juste un refuge, tu étais plus que ça. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser être entraîné dans mes problèmes. Tu m'as dit un jour que chaque tic-tac est une seconde que nous n'avons pas encore vécue. Je veux que tu vives toutes les tiennes, sans peur. Je te porterai toujours en moi.
Claire et X se tenaient dans le bureau silencieux. Le tic-tac de la vieille montre devenant soudain la chose la plus bruyante au monde, dehors. La pluie revenait, mais cette fois, elle était partie. La course, le garage était trop silencieux, et X regarda la note dans sa main. L'encre légèrement bavée par une de ses larmes ou peut-être son pouce. Les mots se brouillaient. Mais le sens était limpide. Elle était partie. Merci de m'avoir rendu des morceaux de moi-même que je pensais avoir perdus à jamais. Je te porterai toujours en moi. Je pars. Pour que tu ne souffres pas à cause de moi. Et il laissa tomber le papier, attrapa ses clés et courut. Ses bottes martelèrent le sol du garage alors qu'il sautait dans son camion. Le moteur rugit. Le gravier crissant derrière lui tandis qu'il s'élançait sur la route. Les nuages menaçaient de déverser plus de pluie, mais son esprit était déjà une tempête. « N'arrive pas trop tard, murmura-t-il s'il te plaît, juste n'arrive pas trop tard. » Il atteignit l'arrêt de bus à la lisière de la ville. Juste un banc couvert à côté d'un panneau d'affichage et d'une enseigne rouillée qui n'avait pas changé depuis 10 ans. Le bus tournait au ralenti, les portes ouvertes. De la vapeur sifflant sous les pneus. Elle était là. Claire se tenait près des marches. Son sac à la main, les épaules tremblantes. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon lâche. Et la veste qu'elle portait était la même que celle qu'il avait drapée sur elle cette nuit. Pluvieuse, elle jeta un regard par-dessus son épaule, puis se retourna vers la porte. Claire cria à Hic. Elle se figea. Il sprinta, ses bottes claquant sur le trottoir mouillé. Ses poumons en feu. Il l'atteignit juste au moment où elle montait. Claire, halta-t-il en lui attrapant la main. Si tu pars maintenant, je ne me pardonnerai jamais de ne pas t'avoir arrêté. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Déjà brillant de larmes. Hic. Je me fiche des doudes. Je me fiche des procès ou des journaux ou de tout ça. C'est d'eux. Toi que je me soucie. Sa voix tremblait. Je pensais te protéger en fuyant. Tu ne sais pas de quoi ma famille est capable. Ce qu'ils pourraient faire à ta vie. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de toi. C'est tout. Elle le fixa, sa gorge sous noix alors qu'elle essayait de se contenir. J'ai peur, Hic. Moi aussi. Murmura-t-il, mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité sans toi. Quelque chose se brisa en elle. Le barrage céda enfin. Claire laissa tomber son sac et se jeta dans ses bras. Sanglotant contre sa poitrine, il l'enveloppa dans ses bras, la tenant comme quelque chose de sacré. Le chauffeur de bus regarda tranquillement depuis la porte, puis hocha la tête pour lui-même et la ferma. Le bus s'éloigna, laissant derrière lui le couple enfermé dans son moment. Et X se pencha, pressant son front contre le sien. Rentre à la maison. Elle hocha la tête, les larmes coulant toujours. Oui, oui. Je le veux. Ils retournèrent en silence, mais ce n'était pas le silence de la distance, c'était le silence de la certitude. Sa main reposait sur la console centrale et la sienne la recouvrait. Aucun des deux ne la lâcha. Quand ils arrivèrent au garage, l'enseigne à l'extérieur bourdonnait faiblement dans le vent du soir. L'endroit n'avait pas changé. Mais tout en eux avait changé. Et il l'aida à sortir du camion et porta son sac à l'intérieur. Le posant doucement à côté du canapé, il se tourna vers elle et s'arrêta. Cet endroit, ce n'est pas grand-chose, mais c'était aussi le tien maintenant. Si tu le veux. Claire s'approcha de lui, enroula ses bras autour de sa taille et posa sa tête sur sa poitrine. C'est le premier endroit où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Il la serra fort. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le canapé, côte à côte, regardant l'horloge sur le mur, celle qu'elle l'avait aidé à réparer. La trotteuse faisait un doux tic-tac, et Hic lui jeta un coup d'œil et dit « Il m'a dit que chaque fois qu'une horloge fait tic-tac, c'est une seconde que tu n'as pas encore vécue. » Claire sourit doucement. Alors vivons celle-ci et la suivante. Ils restèrent assis dans la chaleur du bureau du garage, la pluie recommençant à tomber dehors. Mais à l'intérieur, il n'y avait que la paix. Pour la première fois, ce n'était pas seulement un endroit pour se cacher. C'était un foyer, une nouvelle vie. L'odeur de cannelle et de pâtisserie fraîche embaumait l'air avant l'aube. Bien avant que la ville ne s'éveille, Claire, de la farine saupoudrant son tablier et l'arête de son nez, étalait de la pâte dans le petit coin du café de Marie qui s'était lentement transformé en quelque chose qui lui appartenait. L'enseigne au-dessus du comptoir indiquait maintenant le coin de Claire, en lettres manuscrites que Marie avait peintes elle-même. Cela avait pris du temps, 3 mois à se lever tôt, à nettoyer les tables, à prendre les commandes et à apprendre le rythme d'un café qui fonctionnait au ragot, au café noir et à la tradition. Mais cela n'avait pas dérangé Claire. Chaque matin où elle arrivait, elle se sentait moins comme une visiteuse et plus comme quelqu'un qui avait sa place. Marie l'avait prise à part un soir, s'essuyant les mains sur une serviette et avait dit « Ce petit espace de pâtisserie près de la fenêtre, il est à vous maintenant, sans frais. Continuez simplement à nourrir ces vieilles âmes. » Elle fit un clin d'œil. Et peut-être
Apprenez-moi comment vous obtenez cette croûte si feuilletée. Peik avait aidé aussi, bien sûr, mais jamais de manière à lui voler la vedette. Il avait réparé le vieux réfrigérateur du café, installé un deuxième four que quelqu'un avait donné, et réparait discrètement les voitures des voisins en échange de sacs de farine et de frais. Quand Claire protestait, il se contentait de sourire. « Laisse-moi faire ça. » Pour nous, il n'avait jamais dit nous avant en le pensant comme il le faisait maintenant. Chaque tarte, chaque biscuit, chaque miche de pain à la banane chaud vendue était une petite déclaration qu'elle pouvait se débrouiller seule. Et la ville l'avait remarqué. Les clients ne venaient plus seulement pour le café de Marie, mais pour les tartelettes au miel et les crumbles aux pommes de Claire. Tom, qui se plaignait de tout, venait maintenant 2 fois par jour. La tarte de Claire a sauvé mon mariage, plaisanta-t-il un matin, suscitant les rires des habitués. Ma femme pensait que j'avais une liaison tellement je passe de temps ici. Même les enfants passaient après l'école, regardant à travers la vitre pour des cookies aux pépites de chocolat et saluant avec enthousiasme chaque fois que Claire apparaissait dans son tablier. La vie était simple, et enfin, c'était suffisant. Jusqu'à un vendredi après-midi, le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la devanture du magasin alors que Claire encaissait le dernier client. Elle leva les yeux et se figea. Edward se tenait de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, des lunettes de soleil protégeant ses yeux, mais même d'ici, elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire. Il n'avait pas amené d'avocat, pas de gros bras en costume, juste lui-même. Claire sortit lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. Son cœur battait un grondement sourd dans ses oreilles. « Je ne suis pas là pour te reprendre, dit Edward, sa voix plus calme qu'elle ne s'y attendait. Je suis juste là pour comprendre pourquoi tu as tout quitté. » Claire désigna une table vide sur la terrasse. Il la suivit. Ils s'assirent, sans faux semblant, sans spectacle. « Je ne pouvais pas respirer, dit-elle doucement. À la maison, j'étais une marionnette, devant l'hôtel. J'avais l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Et puis j'ai fui. » Il hocha lentement la tête. « Je pensais t'avoir donné tout ce que tu voulais, mais pas qui j'étais, dit Claire. Pendant un long moment, Edward fixa la table, puis il hocha de nouveau la tête. « J'ai toujours pensé que l'amour consistait à gagner, à réussir, à posséder. Mais peut-être que c'est de laisser partir. » Claire cligna des yeux, surprise. Edward se leva. « Je ne te dérangerai plus. Mais merci de m'avoir montré ce que je ne voyais pas. » Il s'éloigna sans un mot de plus. Et ça, Claire le réalisa, c'était le véritable adieu. Le lendemain matin, le téléphone sonna juste après le lever du soleil. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose lui dit de le faire. Claire, c'était sa mère. Pas d'exigence, pas de reproche, juste son nom. Doux et incertain. « Je veux juste savoir si tu es heureuse, dit-elle, la voix fragile. La gorge de Claire se serra. « Je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre. Mais je peux choisir mes matins maintenant. Je peux créer quelque chose de mes mains. Et pour la première fois, maman, je peux respirer. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un souffle léger. « Si tu vas bien, alors j'apprendrai à aller bien aussi. » Claire ferma les yeux, les larmes coulant sans résistance. Ce n'était pas une réconciliation. Pas encore. Mais c'était quelque chose de tout aussi précieux. Le début du pardon. Pour toujours, le soleil projetait de douces traînées ambrées à travers la fenêtre du garage ce matin-là. Le genre de lumière qui faisait ressembler la poussière en suspension à des paillettes. Peik était sous une Ford 93, couvert d'huile et maudissant à moitié un boulon foiré quand il entendit la porte s'ouvrir. Et appela Claire. Il glissa lentement dessous la voiture. S'essuyant la graisse du visage, elle se tenait là, tenant une petite boîte emballée avec un sourire nerveux. « C'est ton anniversaire, dit-elle. Ne fais pas semblant d'avoir oublié. » Et il cligna des yeux en se redressant. « J'avais oublié. Eh bien. » Ouvre, il défit le papier pour trouver un étui en cuir. À l'intérieur se trouvait la montre sur laquelle il avait presque renoncé. La vieille montre à gousset de sa mère, celle qu'il lui avait montrée des mois auparavant, désespérément cassée. Mais maintenant, elle brillait. Le tic-tac était doux et régulier. Ses mains tremblaient en ouvrant le couvercle. À l'intérieur du boîtier, elle avait gravé un seul mot. « Liberté ». Il le fixa, sans voix. « Tu as dit que chaque tic-tac et une seconde l'ont vécu. » Murmura-t-elle. « Chaque seconde » murmura-t-il. « Alors je t'ai rendu le temps. » Peik déglutit difficilement, les yeux brûlants. Il leva les yeux vers elle. La voix rauque. « Tu m'as rendu le temps. Et l'amour. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il fouilla à l'arrière de sa boîte à outils, sortant une minuscule boîte en bois. « J'attendais le bon moment, dit-il. Il s'avère que tu viens de le créer. » Claire cligna des yeux. « Peik. Qu'est-ce que tu » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une minuscule chaîne en laiton, avec une breloque assortie, délicate, simple et au bout un petit charme en forme de cadran d'horloge ouvert. « Pas une bague, dit-il, parce que ce que nous avons n'est pas traditionnel. Mais c'était à nous. »
Il s'approcha, lui prenant les mains. « Veux-tu être ma gardienne du temps, pour la vie ?» Claire suffoqua. Des larmes coulant sur ses joues. Elle hocha la tête, incapable de parler. Puis rit à travers ses larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Il attacha doucement la breloque à son poignet, ses mains sûres. Même si son cœur battait comme un tambour, une semaine plus tard, le jardin derrière le garage se transforma en quelque chose de magique. Earl avait suspendu des guirlandes lumineuses, Marie avait apporté des scones faits maison. Eton sa guitare désaccordée. Bramk, toujours en uniforme, se tenait sous un arbre, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Claire portait une simple robe couleur crème. Ses cheveux blonds tressés avec des fleurs sauvages. Et Ike portait sa flanelle à pull propre et des bottes qui avaient été cirées exactement une fois. Ce matin-là, il n'y avait pas de violon, pas de lustre, juste des rires, de la chaleur. Et le doux bourdonnement des moteurs du garage en arrière-plan. Il se tenait sous une arche faite à la main couverte de vignes grimpantes. Claire prit ses mains. « Je ne me suis jamais sentie à ma place nulle part, » murmura-t-elle. La voix chargée d'émotion, ni à la maison, ni dans les salles de bal, ni sur les photos de famille. Elle regarda leurs amis, les gens qui les avaient soutenus, qui avaient souri avec eux, travaillé avec eux. « Mais aujourd'hui, j'ai ma place ici avec toi. » Et Ike sourit, les yeux humides. « Et je n'ai jamais su ce que je réparais avant de te rencontrer. » Il n'avait pas besoin de vœux, la façon dont ils se regardaient disait tout. Quand le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel de teintes d'or et de feu, ils dansèrent lentement sous les arbres. La musique était fausse, le sol inégal. Mais c'était parfait. Alors qu'ils se balançaient ensemble, Claire posa sa tête sur l'épaule de Ike. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je pensais que la lumière était quelque chose qu'il fallait poursuivre. » Et Ike l'embrassa sur le sommet de la tête. « Mais parfois, dit-elle, elle te trouve quand tu arrêtes enfin de courir. » Et à cet instant, l'heure au milieu des moteurs et des guirlandes lumineuses. Ils entrèrent dans leur éternité, non pas en fuyant l'obscurité, mais en entrant dans la lumière. Ensemble, si cette histoire a réchauffé votre cœur, vous a rappelé que le véritable amour fleurit souvent dans les endroits les plus inattendus, et que la liberté et le sentiment d'appartenance se trouvent parfois dans un garage tranquille, plutôt que dans un palais doré. Alors vous êtes au bon endroit. Chez Récits émouvants, nous croyons aux histoires qui touchent l'âme, inspirent le changement et nous rappellent la beauté tranquille de la vie quotidienne. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté grandissante d'amoureux des histoires. Chaque semaine, nous vous proposons des récits puissants, émouvants et inoubliables, conçus pour guérir, élever et vous émouvoir. Parce que parfois, les plus petits choix mènent aux plus grands miracles.